Réponse négative ce lundi à la demande de liberté provisoire de Karim Ouad. Une réponse due à un risque de trouble à l'ordre public et subornation de témoins. Béji Caïd Essebsi, vainqueur de la présidentielle en Tunisie, prendra officiellement fonction mercredi prochain. Mais avant, il devra prêter serment devant le Parlement. Puis nous parlerons de la lecture dans cette édition. Cette activité riche qui, sur constat, est de moins en moins prisée par les jeunes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que j'ai du plaisir à vous présenter. Refus ce lundi par la Cour spéciale sénégalaise d'accorder à Karim Ouad la liberté provisoire. Comme motif, l'institution a évoqué un risque de trouble à l'ordre public et subornation de témoins. Karim Ouad, ex-ministre et fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, est jugé pour enrichissement illicite présumé. Karim Ouad et Pouye sont les seuls des 10 prévenus dans cette affaire à rester en détention provisoire, selon un avocat de la défense. Après l'annonce du nouveau refus, Karim Ouad, en détention préventive depuis avril 2013, a souri mais n'a fait aucun commentaire. Un tour en Tunisie à présent. Le vainqueur de la présidentielle en Tunisie, Béji Caïd Essebsi, sera investi mercredi prochain en tant que président de la République. Cette investiture sera précédée d'une prestation de serment devant le Parlement. Reportage. À 88 ans, Béji Caïd Essebsi, premier chef d'État élu librement dans l'histoire de la Tunisie, prêtera serment mercredi matin devant l'Assemblée des représentants du peuple. Béji Caïd Essebsi se rendra ensuite au palais de Carthage où le président sortant, Monsef Marzouki, lui transmettra le pouvoir. Avocat de formation, Béji Caïd Essebsi fut ministre de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères sous Habib Bourguiba, puis président du Parlement de 1990 à 1991 sous Ben Ali. Revenu sur le devant de la scène à la faveur de la Révolution, il fut nommé Premier ministre provisoire en février 2011 et mena la Tunisie vers les premières élections libres de son histoire en octobre 2011. Élu président de la République au second tour avec 55,68% des suffrages, Béji Caïd Essebsi, qui avait axé sa campagne sur le retour à l'ordre, promet d'être le président de tous les Tunisiens et appelle ses compatriotes à oublier les divisions de la campagne électorale. Son investiture sonnera définitivement le glas d'une transition parfois chaotique, marquée par l'essor des groupes djihadistes ainsi que de profonds problèmes socio-économiques. Autant de défis que le nouveau président tunisien devra s'atteler à relever. Depuis quelques jours, des voix s'élèvent pour fustiger le silence assourdissant du chef de l'État nigérien Goodluck Jonathan face aux attaques répétées du groupe armé Boko Haram. Pour plus de détails, nous allons retrouver notre correspondant Abdoulaye Issa du Nigeria. Une délégation gouvernementale s'est rendue le week-end dernier dans la région de Bauchi, région qui a été le théâtre des attaques du groupe islamiste Boko Haram. La délégation conduite par le ministre fédéral Bala Mohamed a saisi l'occasion pour exprimer de vive voix la compassion du gouvernement et celle de son chef, le président Goodluck Ebele Jonathan, depuis quelque temps, qui a fait de la lutte contre la secte Boko Haram son cheval de bataille. La population de Bauchi, fatiguée des assauts répétés du groupe islamiste, a préféré prendre son destin en main en formant des milices locales pour lutter contre Boko Haram. Décision approuvée par la délégation gouvernementale qui néanmoins a demandé à la population de veiller au respect de la loi tout en collaborant avec les forces de l'ordre, en leur fournissant des informations en temps opportun. Lors de son face-à-face avec la population, le ministre Bala Mohamed a précisé que des rumeurs circulent soi-disant que le président Goodluck Ebele Jonathan est le bailleur de fonds du groupe armé Boko Haram. Faux, a rétorqué Bala Mohamed devant la population qui ne souhaite que vivre dans un pays de paix et ne rêve que de voir la fin de ce cauchemar qu'est Boko Haram. Rappelons que les attaques menées dans le marché de Bauchi par le groupe Boko Haram ont causé la mort de plusieurs personnes. Lancement de bourses d'études en faveur de jeunes filles africaines démunies, parrainage de cérémonie de reconnaissance des valeurs féminines africaines.
C'est à travers la remise des trophées Aské, des activités qui ont meublé les vacances de la chanteuse Angélique Kidjo. La star de la musique mondiale qui a décidé de passer les périodes de fête de fin d'année au Bercail a profité de son séjour pour lancer quelques initiatives en faveur de la promotion des filles et des femmes en Afrique. Angélique Kidjo, la star mondiale d'origine béninoise, a passé les vacances de fin d'année dans son pays natal. Mondialement connue pour ses talents musicaux qui font d'elle l'une des chanteuses africaines les plus connues dans le monde entier, Angélique Kidjo est également ambassadrice de plusieurs organisations mondiales qui luttent pour la promotion des filles et des femmes en Afrique. Profitant de son séjour au Bénin, son pays d'origine, la star mondiale a, avec l'appui de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, procédé au lancement d'un programme de bourse dénommé Batonga en faveur des élèves filles démunies de certaines localités du Bénin. En tant qu'ambassadrice de l'UNICEF, on a commencé la campagne sur l'éducation primaire. J'ai enregistré beaucoup de messages à la radio, à la télé, dans les presses pour encourager les parents à mettre leurs enfants à l'école primaire. Et je me rappelle toujours, j'étais en Tanzanie une fois et une mère est venue me voir en me disant: mais qu'est-ce qui va se passer si nos filles finissent le primaire et que le secondaire n'est pas là pour elles? Vous savez très bien que si elles finissent le primaire et qu'elles ne sont pas au secondaire, elles vont finir par se faire marier très tôt. Plusieurs autres personnalités ont apporté leur soutien à Angélique Kidjo, dont son compatriote béninois, star du cinéma américain, Djimon Houssou. Au cours de son séjour, Angélique Kidjo a également profité pour parrainer la cérémonie de remise des trophées Aské du leadership féminin en Afrique, initiée par la fondation IFE Africa. Cette initiative vise à hisser vers le haut les femmes africaines qui influent sur la vie socio-économique, politique, humanitaire et culturelle de leur pays ou sur la marche victorieuse du continent africain vers l'émergence. Cet événement pour moi, j'espère que c'est un début d'un événement qui va faire des envieux dans tous les pays d'Afrique et qui va montrer dans d'autres pays d'Afrique que quand on fait attention autour de soi, même dans les femmes ordinaires de tous les jours, il y a des héroïnes. Rappelons que le mot Aské, qui signifie éclat, splendeur ou rayonnement à grande échelle, est tiré de la langue Haoussa, une des langues majeures du continent africain. Parlons à présent de lecture, une activité richement constructive, mais malheureusement un loisir peu apprécié par la jeune génération. Le livre, pourtant, un outil indispensable pour le développement intellectuel de l'enfant, n'occupe plus la même place que jadis. La jeunesse priorise d'autres moyens de loisirs, tels la télévision, l'Internet. Une situation qui affecte dangereusement le niveau intellectuel des jeunes gens. Le constat effectif dans plusieurs pays africains. Mais au Bénin, une jeune génération consciente s'est donnée pour mission de relever le défi du livre dans un monde où les antiques occupent davantage l'espace. Ce reportage est signé Emmanuel Crépy. Le livre, une fenêtre ouverte sur le monde de la connaissance, est de moins en moins l'ami intime de la jeune génération qui préfère largement des procédés d'apprentissage plus rapides, plus faciles et plus amusants. Les smartphones, la télévision et l'Internet sont de plus en plus prisés au détriment du livre. Une situation qui n'arrange pas le niveau des apprenants. La solution est dans la lecture. Parce qu'on voit des enseignants de français se plaindre de ce que le niveau est bas. Le niveau est bas. Tout le monde chante le niveau est bas. Mais le niveau est bas, pourquoi? Parce que les gens ils ne lisent pas, ils ne vont pas vers la connaissance. Pourquoi le niveau était bon avant? Il était bon parce que les gens y lisaient. Promoteur d'une maison d'édition depuis près d'une décennie, Kofi Atede, jeune béninois, la trentaine environ, entend redonner au livre et à la lecture toute sa valeur. Et pour y parvenir, il a initié un concours national d'écriture dénommé Plume Dorée. L'objectif au départ, c'était d'inciter les jeunes, de leur donner une alternative, un exutoire pour qu'ils puissent proposer leurs manuscrits. Cet objectif aujourd'hui, il est atteint. Mais aujourd'hui, ces jeunes qui envoient leurs manuscrits, qu'est-ce qu'ils deviennent? À partir de la 8e édition, il faut qu'on commence par engager d'autres démarches pour pouvoir fabriquer des auteurs, fabriquer des écrivains. C'est ce que nous voulons aujourd'hui dans le domaine livresque. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre sur le marché des œuvres mal écrites, mal faites, mais c'est une maison d'édition
qui est sérieuse et qui sait choisir ses manuscrits et par le biais de son concours-là, sort une œuvre de qualité. Alors, pour la promotion du livre, moi je crois que c'est une très belle initiative et ça nous permet de pouvoir acquérir ces documents qui sortent à la fin du concours dans nos espaces de lecture publique et ça permet à tout le monde d'avoir accès à ces documents-là. Destiné aux Béninois âgés de 18 à 35 ans, porteurs de projets d'écriture ou aspirant au métier d'auteur, Plume Dorée a permis de révéler depuis 7 ans de jeunes auteurs qui de plus en plus portent le flambeau de la littérature béninoise. Décembre, mois de fête. Eh bien, le 25 dernier, Clopin-Clopan a été célébré Noël. Mais à l'heure de la conjoncture économique dans la plupart des pays africains, la question qui se pose est de savoir si l'événement a été célébré avec sa ferveur habituelle dans les capitales africaines. Au Bénin, en tout cas, certains enfants ont été couverts de présents grâce à des initiatives de donateurs et mécènes qui viennent en aide aux plus pauvres. Des précisions à travers ce reportage signé Joël Yetonji. Ces stands de vente de jouets, ils pilulent comme chaque année le long des artères des grandes villes africaines, annonçant ici les fêtes de fin d'année, en l'occurrence la Noël, dite fête des enfants. Des articles des plus ordinaires aux plus inventifs sont disponibles, mais les clients, eux, se font rares. Je ne suis pas parvenu à écouler mes articles. Du tout pas alors. J'ai tellement de bonnes choses, mais les clients ne viennent pas. L'année passée, c'est vrai, ce n'était pas la grande vente, mais franchement, c'était bien mieux. Le climat de morosité économique serait passé par là. Offrir un jouet, Ignace Wessou s'est carrément empêché cette année d'y penser. Le père que je suis, pour eux, cette année, je ne vais pas vous mentir, ça ne va pas du tout. Gildas Dako, plus chanceux, n'a pas eu besoin de miser sur son salaire pour contenter ses bouts de chou. Agent permanent de l'État qu'il est, son ministère a tout prévu, des cadeaux aux enfants du personnel. C'est vraiment une initiative à saluer. Le ministère, à travers cette initiative, nous a permis d'épargner un peu pour nous occuper mieux du volet gastronomique. Outre les structures étatiques et privées, elles sont de plus en plus remarquables sur le continent. Les personnes de bonne volonté, les âmes d'une grande générosité comme Dame Ida Javon, a volé au secours des parents. Des milliers de cadeaux sont gracieusement mis à disposition pour aider le géniteur à égayer le cœur de sa progéniture sans avoir à débourser le moindre centime. Chaque année, il regroupe nos enfants et il leur fait du cadeau. Nous le remercions, nous souhaitons une longue vie à ce couple. Les mères Teresa des temps modernes, telle Ida Javon, certes, elle se compte du bout des doigts, mais se révèle tout de même par l'élan de générosité, l'espoir pour la petite enfance africaine malheureuse, livrée de plus en plus à elle-même. Noël pour moi, c'est la fête des enfants. Quand je vois les enfants danser, jouer, s'amuser, ça me donne vraiment chaud au cœur. Nous allons de ce pas retrouver la revue de presse à vous proposer par la rédaction de Sika. Le cyclone Boko Haram a encore frappé. Alerte le pays, le quotidien burkinabé d'information. La soldatesque de Boko Haram, rappelle le journal, a pris l'habitude d'enjamber allègrement la rivière asséchée faisant office de ligne de démarcation entre les deux pays pour semer la mort sur son passage. Mais l'attaque du dimanche était bien singulière en son genre. Singulière par son ampleur, sa rapidité et par les signaux qu'elle envoie aux autorités camerounaises. Sitôt le village mis sous coupe réglée, constate le pays, la secte islamiste a hissé son drapeau et occupé les lieux pendant au moins 4 heures. Seule l'entrée en scène de l'aviation militaire, rapporte Cameroun Tribune, aura permis de déloger les assaillants. Momouni Diegende, lui, ne veut pas se faire éjecter de son fauteuil. Nous sommes au Burkina. Contesté par des agents de son ministère, Moumouni Diegende
ni avoir fait de la prison, révèle Fassozine. L'observateur Palga confirme en rapportant les propos du concerné. Je n'ai pas été emprisonné. J'ai juste été arrêté pendant plusieurs semaines. Avant d'ajouter plus loin, je ne suis pas un homme pur, propre et sain. Je suis l'homme le plus humain possible, avec tout son potentiel et toutes ses difficultés. En toute humilité, je veux servir et rien que servir. Servir le peuple depuis sa cellule ne peut être que chimère, croit savoir le site d'information abidjanais. Du coup, mentionne le site, la justice ivoirienne ordonne le retrait de la candidature de Laurent Gbagbo. Le nouveau réveil renchérit, le procureur rejette la candidature de Gbagbo. Également, à la une des journaux ivoiriens dans leur parution du jour, le procès de l'ex-première dame. Depuis vendredi, souligne le quotidien aujourd'hui, repris par notre voix, la Côte d'Ivoire fait face au procès de la honte. Se penchant sur le sujet, le matinal prend position et déclare que la justice doit être sans pitié pour les tortionnaires. LG Info prend du recul et met un bémol avec les paroles d'exhortation du cardinal Courtois. Il faut une justice équitable. Au pays de la Teranga, écrit Dakaratu, la justice avait également son mot à dire au sujet de la demande de liberté provisoire de Karim Wade et de Pape Mamadou Pouya. Le suspense n'aura été que feu de paille, constate le site d'information Réumi. Demande de liberté provisoire rejetée, Karim Wade reste en prison. Entre autres faits, n'ayant pas plaidé en sa faveur, au dire du juge, depuis le début du procès, il n'aurait en aucun moment participé à la manifestation de la vérité. Mais rassurez-vous, sur cette tribune, plus que des mots, la manifestation de la vérité reste un engagement à honorer au quotidien et à chaque instant. Ainsi se referme la revue de ce lundi. Merci de nous tenir compagnie en permanence. À demain. Ravi de vous avoir présenté cette édition.